le grand honneur d'accueillir Monsieur le Président de la Croix-Rouge française, le professeur Jean-François Mattei, qui nous fait l'honneur de conclure cette journée. Bien, mesdames, messieurs, d'abord, je ne voudrais pas que vous renversiez les rôles. C'est vous qui me faites l'honneur de m'accueillir au terme d'une journée difficile, mais je l'ai sentie passionnée et passionnante. Je voudrais vous saluer tous, Madame la défenseure des droits des enfants, les intervenants et le public, qu'il soit Croix-Rouge ou hors Croix-Rouge. Il n'y a pas d'exclusive lorsqu'il s'agit d'enfants. Tout ce que l'on fait, on le fait pour les enfants. Et ce sont les enfants qui nous font tout faire. Ces vers de Charles Péguy ont-ils gardé leur sens dans les contradictions de notre époque? C'est dans cet état d'esprit que le thème de ce séminaire nous invite à une réflexion grave et profonde. Qu'en est-il de notre devoir de respecter l'enfant en tant que personne, de le protéger, de l'accompagner tout au long de son cheminement vers l'âge adulte, et cela sans jamais le considérer comme notre propriété? Les enfants ne nous appartiennent pas. Bien au contraire, nous leur donnons la vie pour mieux pouvoir nous donner à notre tour. Concevoir un enfant, c'est concevoir des exigences, mais c'est aussi donner un sens à notre propre vie. C'est cela le merveilleux échange entre les générations. Les parents donnent la vie aux enfants et les enfants donnent en retour un sens à la vie des parents. Sommes-nous bien sûrs, y compris dans notre pays, de faire tout ce qu'il faut pour les enfants? Alors certes, l'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté, d'exploitation, nous rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée en 1990. Un peu plus loin dans le texte, on trouve qu'il est besoin d'amour et de compréhension. Faut-il rappeler que le droit premier de l'enfant est d'être aimé, parce qu'il est dépendant et fragile, et parce que privé de tendresse et d'amour, même si la vie est tenace, il s'étiole. Or, pour certains, l'amour est remplacé par l'abandon, la souffrance. En France, plusieurs milliers de pupilles de l'État dont l'attente est interminable parce que personne ne les réclame, 30 000 enfants victimes de mauvais traitements dont la souffrance est muette, et 1 000 d'entre eux mourant chaque année des suites d'agressions physiques, de sévices sexuels ou de tortures morales. Il y a trop, beaucoup trop d'enfants qui souffrent et meurent d'amour trahi. On comprend que cet enfant soit pour notre mouvement Croix-Rouge une préoccupation constante, un des principaux fils rouges de nos actions humanitaires, sociales ou sanitaires. La Croix-Rouge a, dès son origine, ouvert des établissements consacrés à l'enfant, les centres de PMI avant l'heure, les centres de vaccination, des lactariums, les fameuses gouttes de lait, ancêtres de nos espaces bébé-maman, et tous les autres. Cet enfant, dont nous aimons considérer la globalité des besoins autour de sa sécurité, de sa santé, de son appétence à découvrir le monde, jouer, apprendre avec son besoin d'affection, et tout ce qui concourt à son développement harmonieux pour qu'il puisse planter et enfoncer solidement ses racines dans notre monde. Le pédiatre que je suis a maintes fois eu l'occasion d'observer combien cette harmonie est déterminante pour le bon développement, parfois pour la guérison, toujours
pour le devenir de l'adulte. L'action humanitaire démontre, que ce soit en Haïti, au Sahel, en Palestine, en Mauritanie, d'où je reviens, sur tous les théâtres de drames et de conflits, combien d'enfants demeurent exposés à la violence, à l'insécurité, à l'insatisfaction des besoins élémentaires et voient ainsi leur avenir entaché de l'expérience du drame. Mais cette menace sur la vie des enfants est aussi quotidienne, sous nos yeux, à notre porte, au coin de notre rue. Et c'est essentiellement de cette menace que vous avez choisi de témoigner tout au long de cette journée, par vos expériences et vos réflexions. Vous avez, pour ce faire, cher Philippe, une véritable légitimité régionale, et pas n'importe laquelle, puisque l'Île-de-France représente entre 20 et 25% de l'activité de toute la Croix-Rouge française. Aussi, je comprends que vous avez voulu cibler vos propos sur quelques problématiques particulièrement prégnantes dans notre région. Par là, j'entends la précarité, les difficultés d'accès au logement, la situation des mineurs isolés étrangers qui affluent en Île-de-France. Je n'ose plus citer de chiffres, j'avais écrit 3000 par an, ça ne doit pas être très très loin. La précarité que l'on voit croître en ces temps de crise, précarité qui dure, avec son cortège de privations, d'angoisse des parents, de mal-logement qui affecte le quotidien, chaque journée peut être ainsi porteuse de son fardeau d'insécurité, engendrant la peur du lendemain. Vous voyez, au-delà de la pauvreté, c'est cela la précarité. Lorsque l'angoisse du lendemain prend la place de l'espoir qui fait vivre. Or, par nature, l'enfant est un être en devenir et il ne peut se développer que porté par son propre espoir. L'espoir de s'épanouir, d'accéder au bonheur, en conquérant son autonomie avec toute la force et la maturité requises. Mais, et c'est ce qui est touchant, s'ajoute chez l'enfant cette naïveté à l'état pur qui lui fait tout attendre de ses parents. Des parents qui parfois souffrent de leur peur, de leur manque de disponibilité, du sentiment coupable de ne pas pouvoir offrir le nécessaire et qui balancent entre la révolte et la résignation. Combien de fois ai-je rencontré de telles situations face à la famine, et pas seulement dans le Sahel, mais aussi dans nos épiceries sociales? Sait-on bien ce qu'est l'incompréhension de l'enfant qui a faim et qui ne comprend pas que sa mère ne puisse répondre à son besoin? Et puis, il y a ces jeunes mineurs qui ont fui les conflits armés, l'exploitation dont ils sont l'objet et qui, au terme de parcours toujours dramatiques, viennent nous demander assistance pour une nouvelle étape de leur voyage en quête d'une insertion dans la société. Ils cherchent une place, ils cherchent leur place. Et une fois encore, ils ne peuvent pas comprendre qu'on ne puisse la leur offrir, cette place-là. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à vivre, mais puisqu'ils sont là, ils revendiquent à leur manière ce qu'ils considèrent comme leur dû. Les enfants ont toujours, vous le savez, un sens inné, très aigu de la justice. Nous leur devons assistance et éducation parce qu'ils sont à la fois mineurs et isolés, parce qu'ils sont exposés à des risques graves, parce que nous sommes leur seul espoir et parce que la loi de la République le veut ainsi aussi. C'est pourquoi, dès 2002, la Croix-Rouge française a répondu à la demande de l'État, a créé le LAO de Taverny, qui célèbre son 10e anniversaire, et a inspiré nos multiples innovations et actions dans ce domaine, spécialement en Île-de-France, pour des raisons évidentes. Mais la vie d'enfant peut également être frappée par d'autres menaces, que sont la maladie ou le handicap. Notre devoir est alors de soigner, bien sûr,
de mettre en place les compensations nécessaires dans tous les domaines d'expression de l'autonomie, en ne perdant jamais de vue que la guérison ou la réparation ne résulte pas uniquement de gestes techniques, mais bien de cette approche globale, pluridisciplinaire, attentive à tout ce qui construit la vie d'un enfant. Cette démarche, vous l'avez vu aujourd'hui, elle ne doit jamais cesser de nous animer, même dans les situations les plus extrêmes que sont le polyhandicap aggravé ou la maladie à ses stades les plus avancés. Soulager, bien sûr, d'abord et toujours, mais aussi restaurer ce qui fait briller les yeux de l'enfant lorsqu'il retrouve son appétence à jouer, à apprendre, à communiquer, bref, à vivre, tout simplement. En pareille circonstance, comment ne pas penser aux parents, à leurs peurs, leurs sentiments d'impuissance, leur incompréhension souvent et leurs interrogations qui les minent. Pourquoi nous? À qui la faute? Comment faire? C'est ainsi, je l'ai vu, que les couples les plus unis en viennent parfois à douter avant de renoncer et de se séparer face à leur impuissance conjuguée. Chacun de nous comprend alors que pour garantir une vie d'enfant dans de telles conditions difficiles, il faut savoir aider et soutenir leurs parents. Évidemment, les aider ne veut pas dire se substituer à eux. Nous avons mesuré dans le passé les dégâts qu'une telle approche pouvait engendrer. Une longue expérience me permet de témoigner des progrès accomplis dans ce domaine. Face à l'abandon, les formes d'expression de la souffrance sont multiples et elles nécessitent une attention redoublée pour ne pas être méconnues. C'est le vécu de ces différentes situations qui ont fait évoluer notre approche d'une guidance parentale illusoire à l'accompagnement des familles élargies. Derrière ces mots et au-delà des modes, on perçoit bien les questions de disponibilité, de confiance, d'écoute. On comprend le postulat très simple qu'un enfant dont les parents ne vont pas bien ne peut lui-même bien aller. Les bases étant posées à ce point de mon propos, nous avons besoin d'aller de l'avant. C'est le sens même de l'engagement, de notre engagement, et c'est cette volonté qui nous anime, la volonté de l'action. Quel est donc notre devoir? Quelles sont nos modalités pour agir? Le premier axe d'évidence me semble relever de la prévention, mais il faut se méfier de ce mot qui sert trop souvent d'alibi. Pour bien le comprendre, il faut en détailler soigneusement le contenu, savoir identifier les situations dites à risque lors des premiers contacts, et quelles qu'en soient les circonstances, pour proposer une écoute, une attention, une compréhension. Il est capital de savoir disposer très vite les premiers remparts contre l'isolement, la perte d'espoir et le renoncement. Avant la naissance même, lorsque les futures mamans ont besoin de soutien, de protection, de conseils au sein de nos centres maternels, car en protégeant la mère, on protège aussi l'enfant, puisqu'ils sont désormais deux. Nous disposons également des lieux, des ressources humaines, bénévoles et salariés au sein des unités locales, des PMI, des espaces d'accueil du jeune enfant, partout où viennent les parents et leurs enfants et où peuvent s'exprimer des signes le plus souvent timides et pudiques de demande d'aide, de soutien, de répit. Il faut absolument deviner l'aveu d'impuissance sans attendre qu'il soit formulé, car il l'est rarement. Il nous faut savoir être attentifs, disponibles, formés à l'écoute, à l'orientation vers l'ensemble des lieux dédiés préalablement identifiés avec lesquels nous savons travailler en réseau, en partenariat. C'est là un axe primordial de la plus-value sociale apportée par la Croix-Rouge dans la gestion de ces services participant à la délégation de services publics. Cette action qu'il convient désormais de nommer
soutien à la parentalité est en fait l'expression d'une humanité solidaire, inspirée des indispensables formations utiles à la compréhension, à l'analyse et au conseil. Elle s'entend certes en priorité à titre préventif, je l'ai dit, mais anime également toutes les équipes dédiées à la protection de l'enfance dans leur action de restauration des liens, de la confiance et des conditions du vivre ensemble, car nous devons également savoir proposer des alternatives lorsque les situations de crise apparaissent ou que la gravité, l'intensité des besoins imposent des solutions palliatives ou de compensation provisoires ou, hélas, plus durables. Ainsi, les relais parentaux que nous développons apportent une réponse appropriée à ces situations d'urgence sociale. Ils offrent la possibilité aux parents de souffler, de résoudre leurs propres problèmes sans exposer les enfants à des scènes de violence ou de drame. C'est aussi dans les domaines de la santé et de la compensation du handicap, qui sont des volets historiques et contemporains de notre action comme de notre stratégie, que doivent se penser et se mettre en œuvre les moyens d'accompagner et de faire vivre cette belle référence à la vie de l'enfant. Si nous avons vocation à soigner et à apaiser avec tout le savoir-faire requis, celui-ci ne peut se suffire à lui-même et doit nécessairement s'accompagner d'aménagements du quotidien et de l'environnement de l'enfant qui, nous le savons, pèsent aussi sur son pronostic. Garantir la présence proche de ses parents, de sa fratrie, aménager des conditions de scolarisation, adapter des conditions de jeu, de relations, de communication sont des facteurs majeurs sur lesquels doivent aussi porter nos efforts et notre recherche permanente. Au début de ma carrière de pédiatre, je me souviens encore de la remarque d'un grand patron. Il me disait « La pédiatrie serait la plus belle des spécialités s'il n'y avait pas les parents ». C'était l'époque où les parents étaient acceptés dans les services hospitaliers chaque après-midi de 13h à 18h30, heure à laquelle l'infirmière-major tapait dans les mains en disant « C'est l'heure ». Les progrès en médecine n'ont pas été seulement techniques, ils ont aussi été humains. Aujourd'hui, aucun service de pédiatrie ne peut se passer des parents qui contribuent grandement au combat contre la maladie de leur enfant. Et je sais l'extrême attention portée à ces aspects au sein de l'hôpital d'enfants de Margency, qui constitue l'un de nos fleurons pour précisément avoir su concilier l'exigence du soin et l'approche globale de l'enfant dans un environnement pensé pour lui, afin de proposer une réponse adaptée à l'ensemble de ses besoins d'enfant. Et je pense à son projet d'une maisonnette pour accueillir les parents, pour que, venant de loin, ils puissent rester auprès de leurs enfants. Je pense également à l'enfant en situation de handicap grave qui est au cœur de votre stratégie régionale, au regard de toute l'expérience acquise dans nos équipes dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, et je salue leur remarquable engagement. Si on peut se féliciter des récentes évolutions législatives qui tentent à lever les barrières de la discrimination, attention, veillons à ne pas sacrifier l'intérêt de l'enfant, son rythme propre, ses aptitudes à la communication pour satisfaire des principes parfois trop normatifs et centrés sur la seule validité, qui augmenterait ainsi son isolement ou compromettrait ses capacités d'apprentissage nécessairement très aménagées. Vous le savez, chaque enfant est singulier, chaque handicap l'est aussi. Il faut tout faire pour développer des attitudes et des choix correspondant à chacun. Être attentif, aimant, respectueux n'équivaut pas à faire semblant. L'intégration, la participation doivent se concilier avec l'ouverture sur la cité. Elles conservent toute leur vocation
dans les domaines de la réadaptation et de l'élaboration de projets qui doivent nécessairement être personnalisés au regard de la complexité des situations cliniques. C'est aussi là que se reconnaît la trace de notre reconnaissance éthique et de leur pleine appartenance à la communauté humaine, de la place et des droits de l'enfant polyhandicapé ou atteint de troubles envahissants du développement au sein de notre société. Et puis, pour terminer, vous avez enfin consacré justement un temps de travail à la situation des jeunes mineurs isolés étrangers. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, sinon que depuis plus de 10 ans, la Croix-Rouge française se préoccupe de cette problématique. Au LAO de Taverny s'ajoute le Centre Enfants du Monde, qui nous a rejoints en 2010. Nous nous sommes engagés dans ce combat avec détermination, car ce sujet est grave. Par parenthèse, vous avez raison, aucun examen médical, radiologique ou biologique peut aujourd'hui vous fixer précisément l'âge d'une personne entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Tout le monde sait qu'il y a des pubertés précoces, des pubertés tardives. Tout le monde sait que les courbes auxquelles vous avez fait allusion n'ont plus cours, que la croissance séculaire de la taille a tout modifié, que l'alimentation apporte sa part, et qu'il est vrai qu'on peut reconnaître un adulte affirmé sur un cliché osseux, mais qu'on ne peut pas dire sur un cliché qui n'est pas encore totalement ossifié si cette personne a 12, 14, 16, 18, voire 20 ans. Et que donc, dans le doute, il faut admettre que le doute profite à l'enfant. Je veux dire que ce sujet, pour nous, il est essentiel, parce qu'il touche au fondement de la société dans son devoir de protection des enfants. Et c'est pour ça qu'aussi, à l'humanitaire, à l'international, nous sommes en priorité sur ces sujets-là. Aujourd'hui, nous nous devons malheureusement, vous l'avez évoqué très bien, de constater et regretter que ces enfants sont devenus des enjeux de politique publique et que même les décisions de justice sont mises à mal pour des raisons strictement économiques parfois. Or, nous nous devons de protéger ces enfants, leur apporter les conditions d'une insertion scolaire puis professionnelle adaptée. Elle est d'ailleurs si souvent couronnée de succès qu'il ne faut pas hésiter et s'attacher à vaincre les immobilismes. Je comprends l'inquiétude qui a été exprimée par les équipes dans ce contexte d'incertitude, face au constat d'impuissance dans la mise en œuvre de projets structurés qui veulent concilier la mise à l'abri, l'accès aux soins, l'apprentissage de la langue, l'accueil dans des conditions de dignité. Certes, le principe de neutralité nous dicte de ne pas prendre position pour ou contre tel ou tel intérêt contradictoire entre l'État ou les conseils généraux. Mais il nous autorise à décrire et à dénoncer les conséquences souvent graves de ces tensions sur les mineurs et ceux qui ont vocation à les accompagner. C'est notre impérieux devoir de plaidoyer et nous ne devons pas nous y dérober. La neutralité n'est pas synonyme d'indifférence. La neutralité n'est pas synonyme de silence. Comme cela vous a été précisé, cette journée régionale n'a pas la vocation d'un colloque scientifique, mais cela n'enlève rien à sa valeur, à son mérite essentiel, qui est d'entretenir une réflexion, partager une analyse des observations et des expériences, de créer du lien au sein de notre organisation et bien au-delà avec l'ensemble des partenaires qui agissent à nos côtés. Je sais que ce travail sera prolongé, qu'il contribuera ainsi à construire notre stratégie nationale et régionale, à irriguer vos projets d'établissement, de services, d'unité et les actions communes élaborées avec notre formidable réseau de bénévoles. Tous, ici, c'est l'enfant qui nous réunit, nous appelle auprès de lui, car il a besoin de nous. Notre mission est de l'aider, de l'écouter, de soutenir sa famille afin qu'il ait toutes les chances de devenir à son tour un adulte responsable, je veux dire un adulte capable de donner.